quelle que soit la position qu'on prend, ou même en disant qu'on est neutre, cette neutralité est une prise de position par rapport à quelque chose. Ce refus de se prononcer sur les questions politiques et de dire qu'on ne se mêle pas de politique revient à prendre une position, en fait, qui devient partisane. Et donc, elle n'est jamais neutre, cette position. Le football et le sport ne sont pas neutres. C'est ce qui ressort dans le livre, parce que chacun s'approprie des situations pour revendiquer et faire valoir ses opinions et ses convictions. Mais justement, outre ce postulat, en termes de plan axiologique, quel message vous voulez renvoyer ici au public à travers cet ouvrage? Le message à renvoyer, c'est de dire justement qu'il ne faut pas dissocier la valeur du football, la fonction du football et du sport de sa fonction politique, de sa dimension politique. Le football pur, le sport par lui-même n'est jamais crédible, n'est jamais crédible et acceptable sans l'intégrer dans un contexte idéologique et politique. La preuve, le football est un instrument qui est manipulé à des fins politiques. Lorsqu'il y a des victoires et lorsqu'il y a des défaites, il y a aussi de l'impact politique. Vu qu'on en parle, allez-y. Oui. Pourquoi cette dimension n'est pas assumée pleinement et pourquoi ne pas en faire usage comme on fait usage de tous les autres instruments à disposition des uns et des autres pour réguler la vie sociale, la vie politique et peut-être la vie économique dans les pays. Avant de revenir dans l'ouvrage, justement, vu que vous l'avez dit tout à l'heure, du moment où on ne peut pas dissocier le football, comme vous l'avez dit, de la vie politique, comment est-ce que vous interprétez le fait que, justement, un parti politique puisse brandir la Coupe d'Afrique à des fins, on va dire, des rassemblements, et que cela soit refusé aussi à un autre parti politique qui, somme toute, je crois, a dû faire un courrier pour demander cette même coupe? Quel commentaire vous en faites? Non. Justement, moi, ma position sur la question était simple. Mon commentaire, c'est que c'était un meeting, on peut ne pas accepter. C'était un meeting d'hommage au président de la République. Ce n'était pas un meeting partisan. C'est un meeting d'hommage au président de la République. Et tous les partis politiques, quand ils sont au pouvoir, ont eu à avoir cette posture et cette explication. C'est un meeting au président de la République. Actuellement, la coupe est encore à Kong, dans le nord. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est le conseil régional de Tchologo qui reçoit la coupe et qui écrit à des leaders politiques, à des partis politiques pour dire la coupe est là, mobilisée pour que on rassemble la population pour lui présenter la coupe. Il s'est trouvé que à Korogo, ce parti politique, lorsque la coupe est arrivée là-bas, il avait un événement d'hommage au chef de l'État et il a profité de cette cérémonie pour présenter la coupe à un plus grand public par rapport à ce qui se faisait dans les communes, dans les mairies. On va, on donne la coupe au maire, il réunit son conseil municipal, on fait venir 100, 200 personnes, on monte la coupe, on fait venir 300 personnes. Bon, il n'y a pas eu de polémique, mais les gens devraient s'interroger avant Korogo. Vous dites, mais la coupe de tous les Ivoiriens, vous allez à Cocody, le maire reçoit avec 100 personnes. Mais il n'y a pas que 100 personnes à Cocody, on fait comment? Pourquoi il ne s'est pas trouvé des Ivoiriens avant Korogo pour réfléchir et il faut attendre Korogo pour qu'un parti politique écrive pour demander la coupe? Ce parti aurait été crédible, intéressant, applaudi si avant Korogo, il avait demandé la coupe. Après Korogo, lui, considère que c'est un rassemblement RHDP et puis il demande la coupe. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et le RHDP n'a jamais écrit à la FIF pour dire on s'en prendra la coupe à nos militants, à Korogo, donnez-nous la coupe. C'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des élus à Korogo, le maire, le député, le conseil régional du Poro, qui est dirigé par Sarasoro, fidèle, qui reçoit la coupe. Et puis eux, pour la circonstance, ils ont un meeting d'hommage au chef de l'État. Ce n'est pas un meeting RHDP. En leur qualité d'élus, ils sont élus de toute la population. Le président du conseil régional, comme le maire de Cocody, qui est un élu PDCI, il est le maire de toute la population de Cocody. Mais le maire de Cocody, il aurait pu décider de montrer la coupe quand il est venu chez lui à Cocody, au stade de l'université.
ou au stade de Blocos et puis demander aux populations de venir. Mais est-ce qu'il est possible de dire, comme le maire est PDCI, il allait donner aux gens du PDCI? Bien entendu que quand le maire mobilise là, tout le monde va venir, mais vous allez être d'accord avec moi que davantage de militants PDCI viendront. Ce sont ces électeurs. Tout à fait. Ils seront plus nombreux que peut-être les militants PPACI, que peut-être les militants proches de Blé Goudé et Simon Gbagbo ou les militants RHDP. Donc c'est des évidences. Moi je pense qu'il n'y a pas lieu de polémiquer sur cet aspect des choses-là. Mais outre la polémique, comment vous avez trouvé un peu le fait que, après le fait qu'on ait présenté ce trophée à Korogo, que le PPACI écrive pour demander le trophée? Comment est-ce que vous avez trouvé ça? J'estime qu'il devait écrire avant Korogo. Mais s'il avait ce besoin-là, il devait écrire avant Korogo parce que de mon point de vue, oui, ce n'est pas une manifestation RHDP à Korogo. 1. Et 2, le PPACI a des maires. Le maire de Lakota est un jeune, brillant, il est maire de Lakota. En sa qualité de maire, la coupe ira à Lakota. Lui, il est PPACI. Mais vous ne trouvez pas ça un peu amusant que les partis politiques se mettent soit là à se faire un jeu de ping-pong sur une histoire de trophée, alors que les Ivoiriens ont beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus graves que ça? Mais non, bon, ça, écoutez, il y a un ping-pong sur tout. Hein. Il y a un ping-pong sur la question CIE, électricité. Il y a un ping-pong sur le café cacao. Bah ça, c'est le vrai problème, c'est pas un ping-pong, c'est le gros problème. Non, c'est aussi un ping-pong. Non, vous vendez mal, vous achetez mal, non, on fait bien, on vend bien, on n'a pas spolié les paysans, la vie est chère, oui, mais on fait des efforts, la vie n'est pas chère. Donc, vu que vous en parlez justement, un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est producteur d'énergie et qui vend l'énergie à l'extérieur, hors de la Côte d'Ivoire, et que le facture au prix très fort aux Ivoiriens, ça s'explique par quoi en fait? Ça s'explique par les coûts de facteurs. L'électricité, la production de l'électricité coûte cher. Mais on n'en a pas assez suffisamment pour nos besoins internes. Pourquoi est-ce qu'on s'évertue à vouloir vendre? Non, vous savez, ça a été souvent expliqué. Je pense que c'est un débat qui n'est pas nouveau. Lorsque l'électricité est lancée en phase de distribution, dans le réseau, quand ce n'est pas consommé, ça ne se conserve pas. Ouais. Donc c'est lancé. Et donc, dans le lancement, il y a des installations, il y a un raccordement, il y a une interconnexion avec le Burkina, le Mali et le Ghana. Et donc, il y a des moments, on leur en donne et le réseau, là, il y a une capacité pour leur en donner. Donc, si nous on en manque, si nous on a des difficultés, ce n'est pas parce qu'on leur en donne. Au contraire, lorsqu'on leur en donne, on évite les pertes et le gaspillage. Et